je vous invite tous à mettre vos objets nomades en mode de vibration et sans plus tarder, j'invite M. Thierry Carcenti de l'Université de Montréal à présenter ses résultats. Alors, merci au FRQ et au ministère de l'Éducation pour leur financement pour cette recherche. Et donc, je vais vous présenter les résultats, puis je tenterai de répondre à vos questions par la suite. Le titre de ce projet, Identification des mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du personnel enseignant dans des écoles de milieux défavorisés. Il s'agissait d'une recherche-action. Donc, si vous avez des questions par la suite, si vous n'avez pas eu le temps de les poser, parce que 15 minutes, ou pardon, 30 minutes de présentation, ensuite 15 minutes, c'est peut-être bref pour certains. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, il me fera plaisir de tenter d'y répondre. Alors, j'ai structuré ma présentation de la façon suivante. Je vais faire une brève introduction. Je vais très sommairement présenter l'équipe et les partenaires parce que ce n'est pas un projet que j'ai mené tout seul. Je vais présenter les objectifs de la recherche, la problématique pour qu'on soit bien conscient un peu des enjeux liés à cette problématique-là dont on entend souvent parler dans les médias, mais il est difficile des fois d'avoir des chiffres exacts. Je vais vous présenter la méthodologie que nous avons utilisée, les principaux résultats des enseignants. Depuis quelque temps, au Québec, on entend parler de pénurie des enseignants, mais vous savez, les deux sont liés. S'il y a beaucoup d'enseignants qui décrochent, ben, ça ne va pas aider la pénurie d'enseignants. Alors, les deux problèmes sont interreliés. Et on a mené aussi dans le passé divers projets de recherche sur les nouveaux enseignants que l'on forme à l'université et qui quittent en trop grand nombre la profession. Et donc, on va parler de ça un petit peu aussi, ces enseignants nouveaux qui quittent en trop grand nombre dans les 5 premières années la profession enseignante. Il y a des résultats préoccupants qui ont émergé de ces diverses recherches. Il y a aussi des statistiques qui sont préoccupantes, des résultats qui sont encore plus dans les milieux défavorisés. C'est pour ça que ce projet, on l'a mené uniquement, surtout en milieu défavorisé. Et l'idée de faire une recherche-action, ça nous semblait intéressant pour avoir quelque chose de concret par la suite. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs mythes à propos du décrochage enseignant et des statistiques parfois alarmantes. Il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait 46% des jeunes enseignants qui quittaient la profession après 5 ans. Ce n'est pas des résultats qu'on a réussi à reproduire. Et donc, les statistiques sont complexes. Si vous travaillez en milieu scolaire, on sait que quand quelqu'un n'est plus là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient après. C'est très difficile de faire un suivi. Est-ce qu'il va dans une autre commission scolaire? Est-ce qu'il va au privé? Ou est-ce qu'il change complètement de métier? Alors, c'est extrêmement complexe. Donc, des statistiques aussi différentes. Donc, l'équipe de recherche vient du Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante. Donc, on était plusieurs chercheurs impliqués dans ce projet-là et on a travaillé aussi avec des partenaires des milieux de pratique, des partenaires avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, le SNIP et puis plusieurs autres partenaires des milieux de pratique qui nous ont aidés à recueillir les données et puis à s'assurer que ce qu'on faisait correspondait bien aussi aux objectifs des milieux de pratique. Donc, les objectifs de l'enquête, très sommairement, d'abord, ça s'est déroulé en milieu défavorisé. On vous laisse, première chose, comprendre qu'est-ce qu'on fait pour pallier la pénurie puis contrer le décrochage des enseignants, particulièrement en milieu défavorisé. Alors, on voulait savoir qu'est-ce qui est mis en place, quelles sont les mesures mises en place et évidemment, mesures efficaces. Donc, on a voulu regarder le degré d'efficacité de ces diverses mesures. L'objectif, c'était aussi de comprendre ce phénomène du décrochage des enseignants. Combien quittent-ils? Pourquoi quittent-ils? Qu'est-ce qui leur arrive? Et le troisième objectif, et je l'ai mis en rouge volontairement, qui est quand même particulièrement novateur. Alors, on voulait savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le décrochage des enseignants et la réussite scolaire ou le décrochage scolaire des élèves? Et vous allez voir dans les résultats, c'est des résultats qui sont quand même exploratoires, mais qui sont quand même assez uniques. Donc,
Euh, Très brièvement, la problématique, c'est quoi le décrochage enseignant? Ben, c'est un enseignant qui quitte la profession. Et quand on regarde la littérature scientifique sur la question, on se rend compte que peu importe la profession, il y a un bon décrochage et un mauvais décrochage. Qu'on veuille devenir ingénieur, médecin, infirmier, peu importe, c'est normal dans toutes les professions d'avoir un certain nombre qui quittent. Il y en a qui se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement la profession. Nous, dans notre échantillon au primaire, il y en avait beaucoup plus qui voulaient devenir enseignants qu'au secondaire, par exemple. Alors, quand tu n'as pas 50% des gens que c'est leur premier choix de carrière, ben, des fois, on pourrait ne pas être surpris de voir qu'ils quittent la profession. En même temps, il y en a qui ont dit que ce n'est pas ce qu'ils avaient choisi, mais ils adoraient aussi faire ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas choisi ça au début que c'est une raison pour décrocher. Mais globalement, les recherches, ce qu'elles nous indiquent, c'est que quand on dépasse 5-6% de décrochage dans les 5 premières années, ça peut être préoccupant. Et les statistiques au niveau des jeunes enseignants au Québec, c'est plus ou moins le quart des jeunes enseignants qui vont quitter la profession dans les 5 premières années. Donc, ils ne vont pas juste changer d'école, mais qui vont quitter la profession pour une multitude de raisons. Euh, dans la recherche, dans la revue de la littérature qu'on a réalisée, il y a deux volets qui ressortent. Il y a les jeunes qui quittent trop tôt l'enseignement et cette situation, elle serait vraiment pire dans les milieux défavorisés pour diverses raisons. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont quitter la profession, mais plus tard, pas uniquement quand elles sont jeunes. Ça, c'est moins préoccupant et c'est quand même un plus petit pourcentage. Et on a vu des lettres dans les journaux. Une dame qui, il y a quelques semaines, écrivait une lettre. Elle expliquait pourquoi elle quittait justement la profession. Elle n'était pas une jeune enseignante, c'était après plusieurs années. Donc, on voit aussi parfois plusieurs témoignages comme ça, mais ça, c'est une toute petite partie du décrochage. La majeure partie, ça se produit dans les 5 premières années. Alors, la méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait une recherche-action, donc avec des partenaires, et on a réussi à avoir un certain nombre de participants. Mais ce qu'il faut comprendre sur les participants d'abord, et là, je vais citer une autre recherche qui a été menée sur la question avant, c'est que c'est difficile d'obtenir un échantillon d'enseignants qui ont décroché. Alors, c'est très, très complexe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus là. Ils ont décroché. Alors, s'ils ne sont plus là, pas évident de les retrouver. La Fédération canadienne des enseignants avait mené une enquête sur la question et je vais juste citer une de leurs conclusions. Nous avons toujours été curieux de savoir ce que les enseignants et les enseignantes et enseignants qui quittaient réellement leur profession avaient à dire au sujet de leur motif de départ. Et c'est un échantillon qu'il est difficile d'obtenir. Le processus est avéré beaucoup plus problématique que nous le prévoyons et jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 25 sondages. Donc, la Fédération canadienne, ils ont mené une enquête pan-canadienne sur la question. Ils ont eu 25 répondants. Donc, c'est très, très difficile. Nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va regarder le phénomène différemment. Alors, on n'a pas juste regardé les enseignants qui quittaient. On s'est dit, on va prendre des jeunes enseignants qui commencent, on va les suivre, et on ne va pas juste prendre les jeunes enseignants, on va prendre aussi des personnes qui sont dans les écoles et qui sont témoins de ce décrochage enseignant. Donc, nous, on a eu 1848 participants. On a eu des nouveaux enseignants qu'on a pu suivre. C'était la majeure partie. On a eu des enseignants d'expérience. On a eu des encadreurs, ce qu'on appelle encadreurs, des superviseurs, des directeurs d'établissement qui étaient responsables de ces nouveaux enseignants. On a appelé ça encadreurs au sens large. Et on a eu aussi des élèves, parce qu'on a questionné des élèves, parce qu'on se demandait dans quelle mesure le décrochage enseignant pouvait avoir un impact. Donc, on a eu un vaste échantillon, oui, mais dans cet échantillon-là, on n'avait pas nécessairement au départ d'enseignants qui avaient quitté. Il y en a qui ont quitté l'école, pas parce qu'on faisait une étude là-dessus, mais juste parce qu'ils ont quitté l'école, même s'ils avaient commencé à participer à l'enquête au début. Mais au départ, on n'avait aucun enseignant décrocheur. On avait une participation volontaire aussi, donc c'était compliqué. On ne pouvait pas les contraindre non plus à continuer à participer à l'étude, même s'ils avaient décroché. Cela dit, on avait plusieurs instruments de collecte de données. On a fait des questionnaires en ligne auprès de tous les participants. On a fait des entrevues individuelles. On avait des gens qui étaient répartis dans toute la province de Québec, donc des entrevues individuelles en ligne. On a fait aussi des entrevues de groupe en personne. Et les entrevues de groupe en personne, c'est complexe. Il faut les faire dans différents milieux. Il faut les faire à des moments particuliers. C'est pas évident de rencontrer tout ce monde-là, mais on était quand même en mesure de faire ça. Donc, richesse et complexité des entrevues de groupe, mais ce fut quand même très intéressant. Donc, des entrevues de groupe qui nous ont permis finalement de mieux comprendre ce phénomène-là.
On a analysé les données. Bon, il y avait des données statistiques, d'autres types de données qu'on a analysées avec des logiciels spécialisés. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les résultats, puis je vous présente 8 catégories de résultats. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que même si ce n'était pas un des objectifs de l'étude, l'enquête montre qu'en milieu défavorisé, au Québec et probablement ailleurs aussi, il y a d'immenses défis. Et donc, il y a plusieurs défis, plusieurs types de défis, et ces défis-là, ça dépasse largement la question du décrochage enseignant. Donc, la pénurie, la rétention des enseignants, c'est un défi de plus qui s'ajoute à tout ce lot de défis que ces écoles de milieux défavorisés rencontrent. Donc, c'est un des premiers constats de l'étude. Nous, on arrive avec ce problème-là qui nous intéressait, mais c'était un problème parmi tant d'autres. Et je pense que c'est important de le souligner aussi. Résultat intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 types de décrocheurs dans les milieux défavorisés. Il y a les élèves, parce que c'est la première préoccupation souvent des écoles. On ne veut pas que les élèves décrochent, alors on regarde le décrochage scolaire des élèves. Et pourquoi je vous dis que c'est une préoccupation importante? C'est parce que dans certaines écoles où est-ce qu'on était, sans les nommer pour des raisons de confidentialité, le taux de décrochage scolaire des élèves dépassait souvent le 50 %. Donc, décrochage scolaire des élèves, c'est quelque chose d'important et de préoccupant dans les milieux. Il y avait des enseignants qui quittaient la profession, qui décrochaient, donc qui ne voulaient plus être enseignants, qui quittaient parce qu'ils ne voulaient plus être enseignants. Et il y avait d'autres enseignants aussi qui ne voulaient pas quitter la profession, mais qui souhaitaient quitter l'école. Donc, ils aimaient quand même enseigner, mais ils disaient, dans telle école, j'ai du mal à exercer la carrière que j'aimerais exercer. Donc, on voulait quitter le milieu pour aller dans d'autres milieux. Et donc, eux, finalement, ce type de décrocheurs-là, c'est des enseignants nouveaux ou d'expérience qui souhaitaient quitter l'école pour une école plus propice à l'exercice de leur profession. Donc, deuxième type de résultat, 3 types de décrocheurs, donc des gens qui quittent la profession, des élèves qui quittent l'école et des enseignants qui ne quittent pas la profession, mais qui quittent l'école ou qui quittent le milieu pour un autre milieu. Dans nos résultats aussi, on a interrogé les jeunes enseignants et les enseignants d'expérience sur qu'est-ce que la formation universitaire pourrait faire. Et je l'ai mis de l'avant parce que c'est dans mon travail de former des enseignants et plusieurs résultats intéressants sont sortis. Il y a un résultat qui n'est pas surprenant et qui sort année après année dans les recherches sur la formation des maîtres. Les jeunes enseignants et les enseignants d'expérience se plaignent en général, par exemple, du manque de lien entre la théorie et la pratique. On a beaucoup de cours à l'université et on ne comprend pas le lien entre ces cours-là quand on arrive en stage. On se plaint aussi, même si les cours de gestion de classe sont obligatoires dans tous les programmes de formation au Québec, il y en a même certains qui ont plus qu'un cours de gestion de classe, on se plaint aussi du manque de préparation à la gestion de classe. On est surpris à quel point c'est un défi, à quel point c'est problématique. On se plaint de diverses autres choses aussi. On est insuffisamment informé du fonctionnement de l'école. On apprend des choses sur les technologies, on arrive dans les milieux de pratique et puis soit il y a tout un fossé entre ce qu'on a vu à l'université et ce qui se passe dans les milieux de pratique. Et dernier, il y a eu plusieurs autres défis, mais je nomme que les 5 principaux. La gestion des parents. Alors, on dit qu'à l'université, on ne prépare pas assez les futurs enseignants à la gestion des parents. Et finalement, la gestion des parents vient occuper une partie de leur temps et leur cause aussi du stress. Le résultat le plus intéressant de l'étude qu'on a menée, puis c'était un des principaux objectifs, qu'est-ce que ces écoles font pour finalement faire en sorte que pour contrer la pénurie, pour garder ces jeunes enseignants, pour faire en sorte qu'ils soient contents, parce que si on les garde, c'est certain qu'en bout de ligne, ils sont quand même plus heureux, ils se sentent mieux accueillis. Et donc, ce que je vous présente là, ce n'est pas les mauvaises mesures, c'est les mesures finalement qui sont intéressantes et qui sont mises en place des fois au niveau de l'école, des fois au niveau de la commission scolaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de variations d'une commission scolaire à l'autre et parfois même d'une école à l'autre. Ces mesures-là que je vous présente là, il y en a une trentaine, ce n'est pas des mesures que vous allez toutes retrouver dans une seule école. Ce sont des mesures, c'est la synthèse de l'ensemble des mesures qui nous apparaissaient comme efficaces. Mais ces mesures-là ne se retrouvent pas dans une seule école. Et je vais y passer rapidement parce qu'il y en a quand même une trentaine. La mise en place d'un système de mentorat. Et ça, je vais revenir. La question du mentorat a fait l'objet de nombreuses discussions lors des entrevues individuelles, de groupes et de nombreux commentaires aussi.
Ce que les jeunes enseignants souhaitent, ce sont des mentors dans l'école, accessibles rapidement, des mentors qui ne sont pas responsables de leur évaluation. Avoir le directeur d'école comme mentor, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est le directeur d'école qui te donne ton contrat. Tu ne peux pas aller voir le directeur d'école pour lui dire que tu as des problèmes en classe parce que ça ne paraît pas bien. Donc, le mentorat a fait l'objet vraiment de beaucoup de discussions. Être informé sur comment le fonctionnement de l'école, de la commission scolaire, des choses aussi simples que les retenues, etc., de pouvoir parler à une personne physique quand tu as une question, d'avoir des ateliers adaptés finalement aux besoins des jeunes enseignants, avoir des webinaires de formation des fois sur l'heure de midi, avoir des moments de rencontre ou d'échange entre les jeunes enseignants pour des fois voir que, OK, je rencontre ces problèmes-là, mais ils sont d'autres aussi à les rencontrer, ça me rassure. Avoir un service des fois personnalisé d'accompagnement, avoir peut-être quelqu'un qui vient en salle de classe parfois, regarder qu'est-ce qui se passe pour nous aider, faire la promotion de l'enseignement auprès des parents. Énormément de jeunes enseignants ont dit que l'enseignement n'était pas une profession qui était très valorisée, ça rajoute aux défis qu'ils rencontrent aussi. D'avoir une structure permanente pour aider les jeunes enseignants, de former les directeurs d'école à leur rôle dans l'accueil des nouveaux enseignants aussi. Et là, l'idée n'est pas de blâmer les directeurs d'école aucunement, mais c'est ce que les jeunes enseignants m'ont dit. Les directeurs d'école en début d'année sont très, très occupés et je vous cite quelques cas, beaucoup de nouveaux enseignants vont avoir leur contrat quelques jours avant le début de la rentrée et certains même la veille. Donc, on arrive à l'école, le directeur est débordé. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée scolaire. Le nouvel enseignant arrive, il ne sait pas où est-ce qu'il y a le matériel, il manque des bureaux, il manque des chaises. Il y a une série de questions et il n'y a personne à qui s'adresser. Et des fois, le directeur qui est pris dans son quotidien aussi parce qu'il doit combler ses postes et tout ça. Donc, ça crée un défi. L'idée aussi, pouvoir identifier les nouveaux enseignants qui rencontrent des défis, avoir un horaire de travail plus allégé. Donc, certaines écoles ont mis en place un concept assez spécial où est-ce qu'il y a des enseignants d'expérience qui, au lieu de prendre les meilleurs groupes, faisaient le sacrifice de prendre des groupes parfois plus difficiles. Pourquoi? Pour permettre aux jeunes enseignants de ne pas avoir les groupes plus difficiles. Et ça, c'est quelque chose de capital. La plupart des jeunes enseignants nous disaient qu'ils avaient, en général, les groupes les plus difficiles de leur école. Et imaginez-vous, dans d'autres professions, t'es pilote d'avion, est-ce qu'on te donne tout de suite en partant le vol transatlantique le plus difficile? Non, on va donner des petits vols plus simples, très courts. Bien, en éducation, la classe la plus difficile, alors que tu viens de commencer dans la profession, tu viens d'arriver dans l'école, même si tu as été formé à l'université, tu n'as pas fini ta formation complètement encore, bien, on te donne la classe la plus difficile. Alors, peut-être des fois qu'il ne faut pas se surprendre de voir un petit peu ces résultats-là. La mise en place de plans de soutien, on fait des programmes individualisés pour les élèves, peut-être en faire pour les nouveaux enseignants. L'idée de fournir aux nouveaux enseignants des ressources adéquates et cette question des classes difficiles, comme je l'ai dit, c'est revenu très, très, très souvent. Les enseignants, puis bon, on a vu au cours les résultats étaient déjà sortis, mais on a vu au fil des derniers mois quelques lettres dans les journaux, là, une enseignante qui explique qu'elle veut faire ça, les élèves doivent retourner à leur cas, chercher leur ordinateur, parce qu'il y en a qui ont des... Et donc, toutes ces mesures-là, quand ça arrive avec un nouvel enseignant qui entre dans la profession, pour elle ou pour lui, ça fait beaucoup. L'idée de mettre en place aussi une culture d'entraide, plusieurs ont dit en fait que dans leur école, il y avait une culture d'entraide, d'autres disaient que non, et cette culture d'entraide est importante. Sensibiliser aussi les enseignants d'expérience qui vont parfois oublier les défis qu'on rencontre quand on commence dans la profession. Et les défis qu'on a eus, des fois, c'était quand même touchant. Tu arrives dans une nouvelle école, il te manque des bureaux, il te manque des chaises, il te manque des ressources matérielles, des ressources pédagogiques. Finalement, tu arrives, tu as une classe difficile et tu as tellement de manque et tu n'as personne vers qui te tourner, ça devient extrêmement difficile. Et c'est certain qu'en début d'année, tout le monde est occupé. Donc, cette culture d'entraide est importante et l'idée aussi de sensibiliser les enseignants d'expérience aux défis rencontrés par ces nouveaux enseignants. Bon, mettre en place un système d'aide avec le numérique. Cela dit, les enseignants d'expérience et les encadreurs qu'on a rencontrés nous ont aussi dit que certains nouveaux enseignants manquaient peut-être d'autonomie un petit peu aussi. Donc, on attendait. Et l'idée d'attendre en éducation, ce ne sera pas toujours la solution. Donc, parallèlement à toutes ces mesures-là qui visent à les aider, il faudrait peut-être trouver une façon de développer l'autonomie des nouveaux enseignants pour qu'ils deviennent rapidement plus autonomes. Une recommandation aussi, ou une mesure qui était particulièrement intéressante, c'était de rendre les milieux scolaires aussi plus attrayants. Certaines écoles, c'est
pas particulièrement attrayant. Alors, je sais qu'on a travaillé, on a entendu parler du travail sur les écoles, sur les bâtiments, etc., au cours des derniers mois, mais c'est quelque chose qui est ressenti dans l'enquête aussi. Accompagner les jeunes enseignants à la première rencontre de parents. Pour eux, ça fait partie des moments de stress qu'ils rencontrent, énormément de pression de la part de l'école, de la part des parents, et donc on arrive à cette première rencontre de parents, on n'en a jamais vraiment vécu, alors peut-être être accompagné, ça les aiderait. Des ressources faciles à consulter, peut-être dans certaines commissions scolaires, on forme les personnes qui accueillent les nouveaux enseignants, direction, enseignants, etc. Un système de communication plus efficace, des mesures préventives avant que les problèmes trop nombreux arrivent, trouver des mesures préventives finalement pour aider ces jeunes enseignants, évaluer les mesures mises en place. Beaucoup d'écoles ont des mesures, ils ne savent pas si elles sont efficaces ou non. Et bon, j'en ai déjà parlé au niveau de la formation des maîtres, mais il y a plusieurs choses au niveau de la formation des maîtres qui pourraient être faites, et notamment l'idée de développer une culture de développement professionnel continu. Certains nouveaux enseignants arrivent en se disant, bon, j'ai fini ma formation, maintenant je fais juste enseigner, j'ai plus besoin de me former. Il ne faut pas voir la profession comme ça. Et donc, les préparer aussi à chercher de l'aide. Alors, les mesures mises en place, il faut comprendre qu'on a eu de la chance, ça veut dire on n'est pas allé dans des écoles où est-ce que les gens ne voulaient pas qu'on fasse une recherche, on a été accueillis dans des milieux défavorisés qui faisaient quand même des choses très intéressantes et globalement, on a eu quand même un degré d'appréciation qui était assez intéressant. On a eu près de 70% des nouveaux enseignants qui ont apprécié ces diverses mesures qui ont été mises en place de divers degrés. J'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement mentor et vraiment, c'était la mesure la plus importante, la plus appréciée. Ils étaient 2,1% des nouveaux enseignants à ne pas apprécier cette mesure-là. Donc, presque 98% des jeunes enseignants qui disent que pour eux, c'est la mesure numéro 1, c'est la mesure la plus efficace. Tu as besoin d'aide, tu as quelqu'un à qui parler dans l'école, mais pas quelqu'un qui t'embauche, quelqu'un qui est là pour t'aider. Alors, je sais que dans certaines écoles, ce n'est pas possible, dans certains milieux, mais ce sont les résultats de l'enquête. Globalement, comme je l'ai dit, on a eu de la chance, on était dans des milieux qui étaient très intéressants, qui étaient proactifs, qui avaient à cœur la réussite des nouveaux enseignants, qui avaient à cœur de les garder dans leur école. Globalement, les mesures mises en place étaient intéressantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats varient beaucoup selon les milieux. Et dans certaines écoles, parmi les jeunes enseignants qui ont été sondés, ils étaient plus de 75% à vouloir quitter la profession dans certaines écoles. Alors, ce n'est pas parce que tu penses à quitter que tu vas la quitter, mais c'est quand même un indicateur. Dans d'autres écoles, c'était très, très faible. Donc, quand je vous ai dit que c'est très variable et que ça varie beaucoup selon les milieux, c'est un exemple. On regarde les difficultés. Nous, ce qu'on a été en mesure de faire avec notre enquête, avec notre échantillon, c'était de voir quels sont les défis qu'ils rencontrent, parce qu'on s'est dit que si on arrive à circonscrire les défis, si on arrive à faire face aux défis, il y a moins de chances que ces personnes quittent la profession. Et donc, il y a plusieurs défis, gestion de classe, manque de temps, lourdeur de la tâche qui pourrait être fusionnée finalement avec manque de temps, gestion des élèves en difficulté, le stress globalement, puis il y a eu beaucoup de recherches sur le stress qui ont été faites dernièrement là-dessus, manque de ressources, manque de formation, le climat de l'école, gestion des élèves issus de l'immigration, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les défis entre le début et la fin de l'année restent le plus souvent les mêmes, mais leur poids augmente. Donc, les défis sont là, mais le poids augmente. Et à titre d'exemple, on regarde la gestion de classe, c'est là en début de l'année, mais ça prend plus de place encore en fin de l'année. Élèves ayant des difficultés, c'est là en début d'année, mais ça prend plus de place en fin d'année. Donc, ces résultats augmentent là. Avant-dernier résultat que je vous présente, c'est des résultats que je vous disais un peu uniques, le lien entre le décrochage des enseignants et celui des élèves. On a demandé aux enseignants, on a demandé aux élèves, on a demandé aux encadreurs, pensez-vous qu'il y a un lien? Donc, les gens, globalement, pensent qu'il y a un lien entre les enseignants qui quittent et les élèves qui vont quitter l'école. Mais ça, c'est une question de perception des personnes. Mais c'est quand même assez fort. On a près de 91% des gens qui croient à divers degrés qu'il y a un lien entre le fait qu'un enseignant quitte l'école et le fait qu'un élève songe à quitter lui aussi l'école, mais pas dans la même position. On dit aussi que les mesures d'insertion des nouveaux enseignants vont avoir un lien avec la réussite des élèves. Si les mesures d'insertion sont meilleures, les nouveaux enseignants vont être meilleurs en classe et cela aura un impact sur la réussite des élèves. Nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu le mesurer de façon statistique. Alors, ce qu'on a pu faire, grâce à la collaboration des milieux de pratique, des écoles, on a pu questionner 2 années de suite, en début et en fin d'année scolaire, un groupe d'élèves
428 puis 399, bon, des élèves qui ne pouvaient plus participer ou qui avaient simplement décroché de l'école aussi. Et ce qu'on a pu, on les a questionnés sur leur intention de quitter l'école. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les statistiques qu'on a réalisées montrent que l'intention de quitter l'école, elle augmente pour tous les élèves. Donc, quand tu arrives à un certain âge au secondaire, entre le début et la fin de l'année, globalement, ce n'est pas une surprise. Au début de l'année, on est plus content. En fin de l'année, ou en mars, quand on a réalisé la deuxième mesure, les élèves ont une plus grande intention globalement de quitter l'école. Mais cette intention de quitter l'école était statistiquement plus forte pour les élèves qui avaient perdu au moins un enseignant de mathématiques ou de français, donc des matières clés, et les élèves qui avaient perdu entre guillemets, un enseignant qui n'était plus à l'école, peu importe la raison, bien, statistiquement parlant, ces élèves-là, leur intention de quitter l'école, elle était plus grande encore que leurs collègues qui n'avaient pas perdu un de ces deux enseignants-là. Alors, ce résultat, ça vient montrer le lien entre la rétention des enseignants dans deux des matières les plus importantes et l'évolution de quitter l'école, de l'intention de quitter l'école des élèves du secondaire. Donc, c'est un résultat qui est quand même intéressant et ça montre le lien direct. Donc, on a fait des statistiques inférentielles testées, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, les pistes de solutions, mon temps est terminé, mais les pistes de solutions, c'est ce que je vous ai présenté un peu plus tôt comme les mesures qui sont mises en place, qu'on pourrait regrouper peut-être en moins de 30 mesures, faire la promotion de l'enseignement mentor. L'enseignement mentor, s'il y a une mesure à mettre en place, c'est vraiment ça. Les enseignants ont adoré, les jeunes enseignants ont adoré, pour eux, c'était précieux, on développe des liens et ces liens nous aident à faire face aux défis qu'on rencontre et les défis sont quotidiens. Alors, s'il y a une mesure à mettre en place, ce serait ça, mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres choses. L'idée de réfléchir à la tâche, est-ce que c'est normal en 2018 de donner systématiquement aux jeunes enseignants les tâches les plus difficiles? Il n'y a aucune autre profession au monde qui fait ça. Quand on est ingénieur, par exemple, les ingénieurs qui ont terminé à l'école polytechnique, ils ne vont jamais être responsables de construire un grand pont en partant. Heureusement, on va dire. Mais en éducation, tout de suite, on les met dans les classes les plus difficiles où est-ce qu'il y a le plus de besoins. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est ce qu'on fait en tout cas, globalement. Certaines écoles, on a accepté de faire des aménagements pour les aider. Il y a même des commissions scolaires où est-ce qu'on donne des journées, entre guillemets, de libération, d'aide à ces jeunes enseignants-là, parce que ce qu'ils ont besoin, ces jeunes enseignants-là, souvent, c'est du temps et de l'accompagnement. Parce qu'au début, la tâche est lourde. Alors, si on ne veut pas qu'ils quittent, c'est ça. Quelques pistes de recherche futures, parce que mon temps est presque terminé. Ben, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire autour de ça. Une première piste, c'est la statistique sur le décrochage enseignant. Je me dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens du ministère ici, et je me dis, au ministère, il y a sûrement quelqu'un qui a le pouvoir de contraindre les commissions scolaires à garder des statistiques pour qu'on sache où est-ce qu'ils partent ces enseignants? Est-ce qu'ils partent ailleurs? Moi, je me dis, il nous faudrait des statistiques, parce que nous, dans notre enquête, on a eu à peu près un peu plus que 25% qui ont quitté l'école. Mais est-ce qu'ils ont quitté pour aller ailleurs? Puis on ne peut pas les harceler. S'ils ne veulent plus nous répondre, donc on sait qu'ils ne sont plus à l'école. Mais pourquoi? Et alors, on a tenté d'avoir la réponse, mais on a eu très, très peu de réponses. Donc, on sait qu'il y en a environ 25% qui ont quitté et dont on ignore les raisons et qui peuvent être des raisons de décrochage. Mais c'est des statistiques qu'on a sur un petit échantillon quand même. Mais bon. Et ce qui m'apparaît aussi intéressant, ce serait le lien entre le décrochage enseignant et le décrochage des élèves. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer autour de ça. C'est quand même préoccupant de voir qu'en milieu défavorisé, il y a plus de décrochage enseignant et l'intention de décrocher l'école augmente plus quand les enseignants principaux quittent l'école aussi. Et il faut comprendre qu'au secondaire, bien évidemment, on a plusieurs enseignants qu'on va côtoyer. En conclusion, des résultats qui semblent intéressants, qui semblent préoccupants, mais qui mettent aussi en valeur tous les efforts faits par les écoles et les commissions scolaires pour retenir les enseignants. Alors, je vous l'ai dit quand même, les mesures mises en place sont quand même très appréciées par les enseignants et moi, j'inviterais les écoles et les commissions scolaires à regarder ces mesures et à regarder dans quelle mesure on pourrait mettre en place, en tout cas, certaines de ces stratégies dans vos écoles ou dans vos commissions scolaires. Je vous remercie. C'était 30 minutes. Merci beaucoup, M. Carsanti. Alors, je vais aller peut-être tout de suite à la période de questions en web diffusion. Alors, Madame Josée Dupont se pose la question suivante. Quel rôle accordez-vous aux conseillers pédagogiques dans l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants?
nous, les conseillers pédagogiques, on fait partie de la catégorie encadreurs s'ils ont été interrogés. Dans certaines commissions scolaires, il y a des conseillers pédagogiques qui vont s'occuper particulièrement des jeunes enseignants. D'autres vont s'occuper de façon plus spécifique d'une matière dont ils sont responsables. Alors, si on s'occupe du français, des mathématiques, ou peu importe, à ce moment-là, on n'a pas une préoccupation particulière pour les jeunes enseignants. Moi, je vous dirais, sans les nommer, les commissions scolaires où ça semble mieux fonctionner, c'est qu'on a attribué des ressources particulières, non pas par matière, comme c'est souvent le cas avec les conseillers pédagogiques, mais vraiment des ressources particulières pour la catégorie jeunes enseignants en insertion. Donc, on veut aider cette catégorie-là, peu importe leur matière, peu importe s'ils enseignent au primaire ou au secondaire. Est-ce que je peux vous laisser au podium aussi? Il y a une question dans la salle. Bonjour. Oui, bonjour, Stéphanie Charret du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Tout d'abord, pour répondre à votre questionnement sur les statistiques d'abandon, au ministère, ce qu'on me dit, c'est que des travaux sont actuellement en cours sur la persévérance en emploi dans les commissions scolaires. Donc, c'est l'information que j'avais. Ensuite de ça, moi, ce que je me demandais, c'est dans le contexte actuel de pénurie, où la tâche des enseignants est de plus en plus lourde, autant pour les jeunes enseignants que les enseignants d'expérience qui ont parfois à remplacer leurs collègues dans les classes. Comment on peut mettre en place des mesures qui nécessitent du temps et des ressources? Par exemple, on demande de la libération, on demande à des enseignants d'être mentors. Donc, comment on pourrait arriver? Pour répondre à votre question, et encore une fois, je ne peux pas révéler le nom des commissions scolaires ou des écoles, mais je peux vous dire que dans certaines écoles ou commissions scolaires, il n'y avait pas 3% des jeunes enseignants qui quittaient. Alors, oui, il y a des ressources à attribuer, mais le retour est direct. On a plus de jeunes enseignants qui restent. Il y a d'autres écoles ou d'autres commissions scolaires, on déploie peu de ressources pour les jeunes enseignants, mais on a plus de 25% qui quittent. Alors, en bout de ligne, ne pas investir de ressources, c'est perdant à très court terme. Et les commissions scolaires ou les écoles qui investissent des ressources pour aider à accueillir les jeunes enseignants, le retour est direct. Il y a vraiment eu des commissions scolaires qui se démarquent d'autres commissions scolaires. Satisfaction aussi des jeunes enseignants mathématiques complexes. Alors, il manque d'enseignants. Si tu libères ton mentor en plus, qu'est-ce qui arrive à ça? Mais l'idée, c'est peut-être pas nécessairement une libération, ça peut être une reconnaissance. En tout cas, il y a plusieurs formules qui pourraient être étudiées, mais moi, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question parce qu'on parlait de pénurie. Si on arrive à corriger le fait qu'il y en a 25% qui partent, et déjà la pénurie, ce sera moins un problème. Et donc, moi, je pense que ça peut être une mesure intéressante. Voilà. Mais pour les statistiques, certaines commissions scolaires tentent de les garder, mais le problème, c'est que les commissions scolaires n'arrivent pas à les garder dès qu'on part dans une autre commission scolaire. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut une intervention, selon moi, qui soit provinciale et non pas commission scolaire, parce que les commissions scolaires n'ont pas une juridiction sur l'autre commission scolaire. Et c'est de là où je pense que les commissions scolaires avec lesquelles on travaille étaient très ouvertes à nous partager leurs chiffres. Mais tout ce qu'ils savent, c'est ceux qui sont là ou ceux qui sont partis. Mais après ça, encore faut-il les croiser avec d'autres. Voilà. Merci. Oui, alors on a une question de Mme Christiane Latré qui se demande, avez-vous recueilli les raisons pour lesquelles les 2,1% n'appréciaient pas le mentorat? Oui, mais bon, vous savez, dans une population, si on a juste 2,1% qui ne sont pas satisfaits d'une mesure, je ne pense pas qu'il faut mettre en exergue les raisons là-dessus. Là. Certains nouveaux enseignants disaient qu'il n'y avait pas besoin d'aide en terminant, qui était déjà correct. Alors bon, je pense qu'avec un peu de recul dans leur profession, je pense qu'ils pourront réaliser que le mentorat ne peut pas leur nuire en tout cas. Et donc, certains trouvaient que mais disons que ce n'est pas des raisons qui étaient significatives. Alors, pour moi, quand on parle vraiment de 2,1% de ceux qui n'ont pas aimé, il y en a qui trouvaient que le mentor n'était pas assez disponible parce que des fois, le mentor enseigne aussi dans l'école. Alors, ce n'est pas un mentor qui est là à temps plein pour aider les profs. C'est quelqu'un qui est là dans l'école, qui peut être disponible aux récréations le midi à d'autres moments. Mais donc, pour moi, ce n'était pas des raisons majeures là-dessus. Puis, ce qu'il faut retenir plutôt de ça, c'est que près de 98% appréciaient le mentorat. Et encore une fois, mentorat, dans certaines écoles, ce n'est pas reconnu. Ça veut dire que l'enseignant faisait ça bénévolement. Mais quand c'est reconnu, je pense qu'il y a quelque chose de systématique qui est instauré et la mesure est plus efficace après. Oui, excusez.
Oui, bonjour. Je sais que l'objectif de votre recherche, c'était de mesurer l'efficacité des mesures qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a des données probantes issues de la recherche en éducation qui ont déterminé des moyens que vous avez constaté qu'ils n'étaient pas mis en place? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'est dans la liste des moyens à promouvoir, là, il y en a une trentaine dont vous avez fait un inventaire. Qu'est-ce que vous allez faire de cette liste-là, puis comment vous pouvez peut-être à un certain niveau là, sensibiliser les syndicats à certaines pratiques? Ben, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un pas vers la sensibilisation des syndicats. Je ne sais pas si mon courriel va commencer à augmenter, mais bon, mais je pense que c'est un premier pas. On ne peut plus évaluer les mesures qui ne sont pas mises en place. Par contre, dans les 30 mesures, ce qu'on a pu regarder, c'est celles qui semblaient les plus appréciées, les plus efficaces, le mentorat et la gestion à géométrie variable de la tâche. L'idée de ne pas systématiquement. Puis vous savez, dans certaines écoles où l'équipe école se rencontre, et avec la direction, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes? On a 4 jeunes enseignants cette année. Est-ce que quelqu'un veut prendre ça en charge? Donc, ça crée une culture d'aide. C'est toute une dynamique qui se met en place dans l'école où est-ce on considère les nouveaux enseignants, OK, même si on a fait notre part jadis, ben, on est prêt encore à faire un certain effort. Et ce n'est pas dans toutes les écoles que c'est possible. Mais dans les mesures qu'on a faites, on a évalué leur degré respectif d'efficacité. Mentorat arrive en tête et la gestion de la tâche, parce qu'on arrive à donner des fois des tâches différentes ou reconnaître aussi certaines tâches, ça aide aussi. Mais j'espère que les syndicats vont être sensibilisés à cette, en tout cas, au plus ouvert à cette gestion de la tâche. Je sais que c'est quelque chose de complexe aussi, surtout au secondaire. Madame Chamberlain. OK, c'est bon. Julie Chamberlain, donc du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. J'aimerais savoir, dans le cadre du mentorat, l'espèce de pairage entre le mentor et le mentoré. Est-ce que vous aviez une façon spécifique de faire ou vous êtes allé un petit peu appel d'intérêt parce qu'on sait que dans une relation comme ça, souvent c'est imposé. En fait, peut-être que c'est une présume. C'est très intéressant comme question. Alors, dans certaines commissions scolaires, on avait des mentors qui étaient ni rémunérés ou n'étaient pas reconnus dans leurs tâches. Il y en a d'autres où c'était reconnu et il y en a d'autres où c'était non seulement reconnu, mais ils avaient une formation. Et c'est dans ces contextes-là où c'était vraiment le plus efficace. C'est-à-dire, on forme les gens sur le rôle qu'ils ont à jouer, sur les modalités à mettre en place et on s'est reconnu en partie dans leurs tâches. Alors, je sais que c'est compliqué, ça veut dire on t'assigne un mentor, tu ne peux pas choisir, puis tu n'as pas le choix du mentor que tu voudrais, mais globalement, les jeunes enseignants qu'on a rencontrés nous ont dit que ce sont des gens qui sont là pour les aider, non pas pour les... Ça fait une oreille attentive et des fois, ils ont simplement besoin de ventiler, d'être écoutés par rapport au problème, d'avoir certaines astuces ou certains trucs face aux parents, face à ci. Et donc, le mentor formé, dont c'est reconnu pour la tâche, je pense que c'était là où il y avait le plus d'impact efficace. Quand c'est juste comme ça, non reconnu, des fois, par exemple, le 2,1% va se plaindre du manque de temps du mentor. Mais si le mentor, il doit enseigner aussi, si ce n'est pas reconnu dans sa tâche, ça devient quand même plus compliqué. Mais dans plusieurs écoles, on appelle ça les enseignants ressources. Et donc, ces enseignants ressources, quand c'est reconnu, je pense que ça aide finalement à contrer la pénurie. Merci. Alors, c'est une question de moi, Mylène Jeté, responsable du PRPRS. Dans votre rapport final que vous avez remis au Fonds de recherche, vous indiquez que vous allez faire une publication scientifique là, pour un peu élaborer justement ce que vous nous avez montré, les statistiques entre le lien entre décrochage scolaire et l'impact sur la réussite. Est-ce que ce serait possible de savoir à quel moment vous pensez que cette publication va être diffusée? Eh bien, écoutez, dès que j'ai des nouvelles, je me ferai un plaisir d'en informer à la fois le Fonds et le ministère. Comme je dis, bon, simplement, c'est que on a trouvé ça intéressant comme résultat de voir que statistiquement parlant, quand tu perdais, entre guillemets, un enseignant principal, mathématiques ou français, ton intention de quitter l'école était plus forte que celle de tes camarades qui étaient dans la même école et qui n'avaient pas perdu ces enseignants-là. Donc, dès que j'ai des nouvelles là-dessus, il me fera plaisir de vous en informer. Mais le résultat ne change pas, c'est juste que on veut pousser un petit peu dans ce créneau-là parce qu'on juge que c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui est assez novateur. Il y a peu qui ont croisé les deux types de décrochage, enseignants et élèves en même temps. Merci bien. Alors, je laisse la place à ma collègue. Ah, une dernière question, excusez-moi. Dernière question peut-être. Je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Yvonne Cherty, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Vous avez évoqué, M. Carsanti, une trentaine de pistes de solutions pour justement
lutter contre ce phénomène de décrochage des enseignants. Parmi les pistes, vous avez évoqué la révision de la formation initiale des enseignants. Vous en avez évoqué aussi 2 pistes, donc le lien entre la théorie et la pratique. Et vous avez aussi parlé de tout le volet gestion de classe dans la formation initiale des enseignants. Alors, vous, en tant qu'universitaire, puis avec vos collègues, est-ce qu'il y a des réflexions concrètes autour de la révision des programmes de formation des enseignants? Et puis, si vous voulez aussi nous donner une idée sur le terme, est-ce que c'est à court terme, moyen ou long terme? Écoutez, les programmes de formation des maîtres, d'abord, c'est complexe, c'est régi par le comité d'agrément des programmes de formation des maîtres. Alors, on n'est pas complètement libre. Je pense qu'un premier temps, c'est de conscientiser d'abord peut-être les facultés d'éducation à ces résultats. Et donc, c'est pas qu'il n'y a pas de cours de gestion de classe, c'est que les nouveaux enseignants sentent qu'ils ne sont pas prêts. Alors, quoi faire avec ce résultat? Peut-être amener une réflexion autour notamment du cours de gestion de classe. Le lien théorie-pratique, c'est des recherches qui datent depuis 30 ans déjà montré ça, mais la gestion de classe, ça interpelle quand même. Alors, première étape, c'est peut-être avoir une réflexion, puis je sais aussi qu'il y a l'ADREC, l'Association des doyens des facultés en éducation. Alors, peut-être qu'eux auront des idées ou des pistes d'intervention à mettre en place dans leurs universités respectives au niveau de la gestion de classe. Mais disons, gestion de classe est quand même sorti assez fort et lien théorie-pratique encore plus fort, mais j'espère qu'il y aura finalement, qu'il y aura des suites dans les facultés d'éducation avec ce résultat-là. Merci. C'est pour ça que je l'ai nommé spécifiquement d'ailleurs. D'autres questions en web? Oui. Peut-être une dernière question en 2 volets de Mme Sarah Belgawad. Première question, pourriez-vous me préciser la proportion de répondants à votre recherche provenant de secondaire? Et la deuxième question, avez-vous, je crois que vous y avez répondu un peu, là, mais avez-vous eu des échos à savoir l'approche de mentorat que les jeunes enseignants préfèrent? Parce que le mentorat, c'est une bonne mesure, mais lorsqu'on a 4 planifications différentes à faire, de prendre son heure de dîner pour rencontrer son mentor me semble difficile. Alors, peut-être pour répondre tout de suite au deuxième volet, comme je l'ai dit, le mentorat était à géométrie variable selon les écoles et la mesure la plus efficace, c'est quand c'était reconnu dans la tâche du mentor aussi. Alors, comme la dame le dit, l'idée de devoir prendre son heure de lunch pour rencontrer son mentoré, puis des fois, ils n'en ont pas juste un, ils en ont plusieurs dans l'école, ça devient très lourd et complexe. Alors, on ne peut pas blâmer le mentor aucunement. Mais l'idée d'avoir une reconnaissance dans la tâche, donc une certaine forme de libération, l'idée aussi d'avoir même une formation sur son rôle de mentor, à ce moment-là, la stratégie mentor devient beaucoup plus efficace. Au niveau des résultats, je n'ai pas voulu m'aventurer dans la distinction primaire-secondaire, mais pour faire très bref, c'est certain que les défis au niveau des défis rencontrés sont quand même plus importants entre de ce qui a été rapporté par les jeunes enseignants au secondaire qu'au primaire. Donc, globalement, il y a un degré de satisfaction. Bon, si on sépare les deux, au secondaire, il y a quand même beaucoup plus de défis, de perception d'éléments plus négatifs, d'intention de quitter la profession qui est plus élevée qu'au primaire aussi. Il y a aussi une question de choix de profession. Donc, au secondaire, ils sont moins à avoir choisi l'enseignement comme choix de profession. Ils se retrouvent là pour différentes raisons, alors qu'au primaire, la vocation est quand même plus présente. Il y a des problèmes aussi, mais qui sont un peu plus atténués aussi. Et donc, on avait un peu plus de 70% de répondants qui étaient au secondaire, globalement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je laisse la place à ma collègue.